Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition. Et tout de suite, voici le sommaire de l'actualité de ce lundi. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, estime que l'intégration de la technologie dans le commerce sur ce continent n'est plus une option mais une nécessité. Le directeur général de la police gambienne, le général Sidi Mokhtar Touré, a entamé une visite de travail d'une semaine au Rwanda. Bonjour encore et bienvenue. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, estime que l'intégration de la technologie dans le commerce sur ce continent n'est plus une option mais une nécessité. Indication faite à Kigali ce lundi à l'ouverture du forum sur l'innovation numérique dans le commerce sur le continent africain. Le docteur Ngirente a indiqué que l'utilisation de la technologie dans le commerce pourrait réduire les coûts jusqu'à 25%, à préciser que le gouvernement du Rwanda met l'accent sur l'usage de la technologie dans la fourniture des services publics et que cela constitue une approche pour accélérer la réalisation de la vision de développement du pays à l'horizon 2035 et 2050. L'ex-premier ministre de l'Éthiopie et président du conseil d'administration de Trademark Africa, Haile Mariam Desalegn, estime que bien que le continent africain soit riche en ressources naturelles, il reste en retard lorsqu'il s'agit d'ajouter de la valeur à ces ressources et d'utiliser la technologie. Ce point de vue est appuyé par les participants à ce forum qui sont d'avis que beaucoup reste à faire pour développer davantage de commerce intra-africain. Je crois bien évidemment ce forum de développement de commerce africain qui s'est organisé à Kigali, Marriott précisément, montre davantage que l'Afrique a une très grande potentialité de pouvoir aller de l'avant, bien qu'il puisse avoir certains défis qui sont aussi majeurs, mais il est important que ces genres d'initiatives, ces genres de forums nous permettent davantage de pouvoir nous asseoir, partager des perspectives, je dirais même des conjectures, allant des conjonctures politiques, économiques, mais aussi financières, afin de pouvoir établir des choses, redynamiser les choses. Parce que je crois bien évidemment que les défis de l'Afrique sont des opportunités pour l'Afrique. Les échanges intra-africains pourraient être stimulés dans une mesure où, je dirais même dans une perspective où on pourrait permettre ou redynamiser la digitalisation du commerce, mais aussi focaliser davantage sur l'éducation digitale, ce qui pourrait nous permettre de pouvoir avancer en fait notre commerce interrégional. Je crois bien évidemment dans l'optique de pouvoir essayer de s'appuyer sur ces différentes perspectives qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. L'Afrique pourra pouvoir standardiser en fait ses commerces interrégionaux, mais aussi de pouvoir redynamiser l'économie africaine. Tout ce que je peux dire ici, c'est que les défis même de l'Afrique, comme l'a sous-entendu le secrétaire général de l'ASLEG, il a dit ceci, que les défis de l'Afrique sont pour l'Afrique des opportunités. C'est important dans la mesure où tout est à construire, tout est à reconstruire afin de pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est essentiel, ce qui est important, que les Africains puissent venir ensemble se réunir. Le Premier ministre rwandais a mentionné cela, le fait que le Rwanda puisse prendre cette initiative de se dire davantage que l'Afrique a cette grande potentialité de pouvoir faire réunir en fait les différents secteurs de développement, le PPP et des différentes personnalités, de pouvoir se réunir davantage afin de pouvoir conjuguer et articuler tous ces problèmes et ces défis que l'Afrique pourrait résoudre ensemble. Le directeur général de la police gambienne, le général Sidi Mokhtar Touré, a entamé une visite de travail d'une semaine au Rwanda. Au cours de cette visite de travail, le numéro 1 de la police gambienne indique vouloir renforcer les relations entre sa structure et sa consoeur du Rwanda. Le récit de Patrick Nilidadi. À son arrivée au quartier général de la police rwandaise à Kaikiru, le chef de la police gambienne, le général Sidi Mokhtar Touré, a reçu les honneurs dus à son rang et a été reçu par des officiers supérieurs de la police nationale avec à leur tête son homologue rwandais Félix Namuhoranye. Au cours des discussions entre les deux officiers, il a été question d'une présentation des activités de la police rwandaise dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité des personnes et de leurs biens, aussi bien à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur,
avec les missions de maintien de la paix internationale. Le général Seydi Mouktar Touré et sa délégation ont été particulièrement intéressés par les explications concernant l'implication des policiers rwandais au développement du pays et de sa population en collaboration avec d'autres institutions. Le porte-parole de la police rwandaise, Rutikanga Boniface, a déclaré que les deux parties signeraient à la fin de cette visite des accords de coopération visant à améliorer les relations entre les deux structures. Cette semaine, le général Sidi Mokhtar Touré visitera les réalisations de la police rwandaise à travers le pays, montrant comment elle l'utilise pour améliorer les quotidiens des citoyens. Le procès en appel de Philippe Hateyeki Manamani, alias Bigouma, entre dans sa 5e semaine à la cour d'assises de Paris. Le président en ce moment du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier, nous fait le point sur le déroulement du procès et commence par nous dire ce qui a marqué l'audience de ce lundi matin. C'est dans une interview avec notre collègue Jean Damascène Manichim. Alors ce matin, ce sont 2 détenus de la prison de Manga qui sont entendus pour avoir participé, qui ont été condamnés, le premier à perpétuité, le second à 30 ans de prison, pour les massacres à Nyamure. Puis il y aura 2 parties civiles, 2 personnes parties civiles qui se sont constituées au procès. La semaine passée, vous suiviez les témoignages sur les faits survenus sur la colline de Nyabubare. Vous entendez les témoins qui parlent des faits de quel endroit maintenant? Alors on a entendu la semaine dernière pas mal de témoins pour la colline de Nyamure. Il en reste un encore à entendre, je crois. Et puis ensuite, il y aura pas mal de témoins qui concernent l'Isar Songa, puisque Bigouma est aussi poursuivi pour les attaques à l'Isar Songa. Oui. Alors Alain, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une particularité dans cette affaire par rapport à la première instance? Pas véritablement, puisque Bigouma a toujours le même système de défense, c'est-à-dire qu'il ne connaît pratiquement personne parmi les témoins qui viennent témoigner contre lui, et puis il garde toujours le même alibi, oui. C'est-à-dire qu'il est absent, il n'est pas présent à Nyanza au moment des massacres. Donc oui. Sa ligne de défense est toujours la même. Alors on voyait au procès à la première instance, il avait résolu de garder silence, il ne parlait pas, il ne répondait pas aux questions des juges. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'il répond à toutes les questions qui lui sont posées? Alors il répond de temps en temps, mais si vous voulez, pour l'instant, il n'a pas été beaucoup interrogé. Il est interrogé de temps en temps après la déposition de certains témoins. Oui. C'est là où il profite de l'occasion pour dire que de toute façon, ça ne le concerne pas. La semaine dernière, il y a des parties civiles qui témoignaient, qui racontaient leur histoire et dit oui, c'est douloureux, c'est pénible pour eux, mais je n'y suis pour rien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement d'interrogatoire de l'accusé. Il y a 2 jours qui sont prévus la semaine prochaine, oui. avant les plaidoiries des parties civiles. Il y a 2 jours qui sont prévus pour l'interrogatoire de l'accusé. Maintenant, je ne sais pas quelle attitude il va avoir. Oui. S'il se comporte comme en première instance, effectivement, il avait refusé de répondre aux questions. Oui. Alors Alain, dans les procès passés, on a assisté à certains témoins de la défense qui tenaient des propos négationnistes. Est-ce que vous avez assisté à de tels propos dans cette affaire en appel chez Bigouma? Si vous voulez, il y a toujours des témoins de contexte cités par la défense qui tiennent des propos négationnistes. Les propos négationnistes, on ne les entend pas de la part des témoins qui arrivent du Rwanda. Oui. Personne ne nie le génocide. Ceux qui nient soit le génocide, soit qui apportent d'autres éléments qui pourraient être conçus comme du négationnisme, ce sont surtout des chercheurs, des Européens, comme Michaela Wong, qui avait écrit son livre sur le président Kagame. Oui. Donc, à chaque procès, de toute façon, on entend ces propos négationnistes.
Et puis, ce qu'on entend aussi souvent de la part de la défense, ils veulent toujours transformer ces procès en procès politiques. Et justement, Alain, pour ces témoins des faits qui ont été condamnés pour génocide ici au Rwanda, on voyait que la tendance pour la défense était de montrer que justement, ce sont des témoignages qui sont falsifiés, qui ne sont pas vrais. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous qui suivez toutes les audiences dans cette affaire? Non, mais il est clair que pour nous, si vous voulez, la défense ne sait pas comment défendre leurs clients, dans la mesure où ils nient avoir été à Nyanza pendant les massacres. Ils n'ont pas d'autre argument que de dire que, comme leurs clients d'ailleurs, que de dire que les témoins sont préparés, qu'ils ont subi des pressions en prison, qu'ils se sont concertés. Ils n'ont pas d'autre argument à se mettre sous la dent. Donc, c'est pas productif pour leurs clients. Tous nient le fait d'avoir été préparés et avoir eu des menaces pour témoigner contre Biguma. Oui. Alors Alain, le combat que vous menez contre les suspects génocidaires qui sont sur le sol français, où en êtes-vous aujourd'hui? Ouais, écoutez, ça fait bientôt 28 ans qu'on se bat pour que les personnes qui sont présentes en France et qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis puissent être jugées. C'est un combat qu'on continue à mener, bien sûr, malgré la fatigue. Il faut bien savoir que nous sommes à la Cour d'assises de Paris depuis le 1er octobre, puisqu'on a participé au procès Eloi Mucho. Maintenant, c'est le procès de Philippe Ategue-Kimana, alias Biguma. Oui. On va prendre chaque procès les uns après les autres, et puis on verra si, sur le plan de la santé en particulier, si on résiste. Mais il y a encore beaucoup de dossiers, probablement beaucoup de procès à venir. On va combattre le temps qu'on le pourra. La 24e réunion des chefs de l'État de la communauté de l'Afrique de l'Est vient de s'achever alors que la communauté fête ses 25 ans d'existence. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Tite Katawazi. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, mais vous êtes aussi analyste politologue. Ouais. Bienvenue. Merci Michel. Alors, nous parlons des 25 ans d'anniversaire. Pour vous, l'organisation sous-régionale a de quoi, je dirais, se féliciter en matière d'intégration entre pays régionaux? Je crois que oui. Il y a d'abord le mérite d'exister, de fêter 25 ans, d'avoir les institutions. Nous avons le Parlement, nous avons une Cour de justice qui fonctionne normalement et qui rend des décisions. Nous avons quelques projets réalisés et les membres fondateurs sont quand même parvenus à étendre la communauté à d'autres pays. Je crois que oui. Il y a quelques bisbilles qui font partie de la vie internationale. Le Kenya et la Tanzanie n'ont pas toujours vu les choses de la même façon. Ils en parlent, ils mettent ça sur la place publique, ils arrivent à gérer ça. Le Burundi et la République démocratique du Congo sont vraiment les canards boiteux de la communauté. Le Soudan a des problèmes sérieux, mais on peut se dire, voilà, globalement, sur les 25 ans, c'est mieux que rien. On peut espérer que demain, ça ira encore mieux. Alors, la récente réunion des chefs d'État qui s'est clôturée ce samedi à Arusha a été boycottée par la RDC. N'est-ce pas un signe, je dirais, que l'intégration régionale aura peine à se concrétiser? L'intégration est déjà concrétisée. C'est le fonctionnement interne entre les États qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, qui peuvent être même en conflit entre États membres, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a quelque temps, le Rwanda et l'Ouganda, ça n'allait pas du tout très bien. Le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. Il faut dire que
la République démocratique du Congo devient de plus en plus un boulet pour l'intégration régionale, mais liée à ses problèmes internes qu'il essaie de projeter comme ça sur des boucs émissaires. Mais cette absence montre aussi que le président, lui aussi, n'est pas à l'aise. Évite de rencontrer ses homologues beaucoup plus en huis clos. Parce que c'est pendant le huis clos qu'ils se disent des vérités. Il a échappé au huis clos de la francophonie en France. Il boycotte le sommet des chefs d'État. Il a fait partir les troupes est-africaines qui avaient commencé à avoir des résultats sur le terrain. Il est en train de fricoter avec la SADC, mais on sent bien que la mayonnaise ne prend pas. Et donc voilà, je crois que c'est ce malaise qui a fait qu'ils se disent c'est pas la peine d'aller à Arusha pour y récolter la honte et l'opprobre. Oui. Alors parlons toujours de cette absence de la RDC au sommet, alors que ce pays est déchiré par un conflit. Comment comprendre le choix de la RDC alors que plutôt la communauté est-africaine avait manifesté la volonté d'aider à relever ces défis sécuritaires? Je dis, il a fait partir les troupes est-africaines qui avaient commencé à avoir des résultats. On peut le comprendre pas par quatre chemins. Ça veut dire que la volonté politique à Kinshasa, c'est de maintenir l'instabilité et l'insécurité à l'Est pour beaucoup plus de raisons de dynamique interne. Il y a beaucoup d'intérêts financiers à l'Est. Il y a des intérêts personnels? Beaucoup d'intérêts personnels. Vous avez quand même des hommes politiques de premier plan qui ont des carrés miniers à l'Est, qui entretiennent des groupes armés. Vous avez des militaires haut gradés qui sont en alliance avec des chefs locaux et qui entretiennent des groupes armés. Plus de 250 au compteur, ma chère Michel. Oui. Entretenus par des députés, des ministres et des militaires haut gradés. Il y a une remontée de ces flux financiers sur Kinshasa. Et donc, l'économie de la guerre fait que ça impacte les décisions politiques à Kinshasa. Et donc, sur le plan diplomatique, le pays est très mal à l'aise parce qu'il doit composer avec ses influences internes. Et c'est, je crois, le choix qui a été fait à Kinshasa, de maintenir la guerre à l'Est, de projeter ça comme ça sur le voisin, en faire un bouc émissaire, alimenter le discours de haine et la rhétorique victimaire. Et ça fait que, voilà. Alors, si c'est comme ça, pensez-vous qu'une telle attitude, je dirais, des autorités congolaises n'enfonce pas davantage ce pays plutôt que d'améliorer sa situation sécuritaire? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à Kinshasa, la situation, le désastre humanitaire à l'Est n'émeut pas les politiciens à Kinshasa qui regardent comment grossissent leurs comptes en banque à l'étranger. Regardez le bazar qu'il y a à Kinshasa, ça ne les dérange même pas. La fixation qu'ils font sur le M23 pendant que vous avez 250 groupes armés, et pendant que en Ituri, les Codeco massacrent quasiment avec la complaisance des FARDC, et que béni l'État congolais n'en parle pas, et qu'au sud Kivu, ça ne va pas du tout, et qu'on vous dit qu'à Lubumbashi, la population vit dans la peur. Qu'hier soir, pas plus tard qu'hier soir, à Goma, il y avait des coups de feu. Goma, vous avez la MONUSCO, vous avez la SADC, vous avez les FARDC. Vous vous demandez, mais les civils, pourquoi les civils meurent à Goma? Alors qu'il y a autant de systèmes de sécurité. Vous avez pléthore de militaires dans Goma et tout autour. Et les militaires de la SADC, on vous dit, qui sont à Mugunga et à Mubambiro. Pourquoi les gens meurent dans le camp des déplacés de Mugunga pendant que ces gens sont présents?
Kinshasa, les Koulouna font la loi. Ah oui. Le siège de toutes les institutions. Et donc, on va dire, un peu de mots, on répète ce que les autres ont déjà dit. Il y a une défaillance de l'État congolais, en tout cas sur le plan sécuritaire, et avec des implications sociales, économiques et politiques. Alors pour terminer, pour ces 25 ans, après 25 ans, peut-on être, je dirais, optimiste quant à l'avenir et au développement de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est? En tout cas, à regarder de très près les 25 ans passés, avec les quelques difficultés qu'il y a eu, la communauté a tenu. Et donc, on peut se dire qu'avec l'expérience quand même de 25 ans... Il y a quand même des avancées? Il y a des avancées. Il y a quelques projets qui traînaillent parce que les intérêts ne sont pas toujours au beau fixe entre les États membres. Mais quand on regarde sur le plan macro, les dynamiques en Afrique, dans le monde, que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle doit se prendre en charge, que la coopération sud-sud devient de plus en plus une réalité. Et on peut se dire, pourquoi pas pour notre région, la CEDEAO a une très longue expérience et connaît aussi des cadences liées aux turbulences dans la sous-région. En Afrique de l'Est, soyons optimistes. Nous avons quand même des chefs d'État, certains, qui comprennent, qui ont une vision et qui peuvent comme ça entraîner les autres. Oui. Et c'est là où on peut se dire, demain ça ira mieux, parce que vous avez le président rwandais Kagame, parce que vous avez le président Ruto du Kenya, parce que vous avez la Tanzanie qui fait ses élections l'année prochaine, et que le président Yoweri Museveni, qui a une très longue expérience, ces gens-là ne vont pas abandonner comme ça ce qu'ils ont mis du temps à bâtir. Oui. Et ils peuvent nous offrir comme ça un avenir meilleur, sinon radieux. Merci en tout cas, Maître Tite Gatabazi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Selon les analystes et de nombreux experts, la bonne gouvernance et la sécurité du pays sont les principaux facteurs qui ont motivé de nombreux chefs d'entreprise et décideurs. Ils estiment aujourd'hui que le nombre va progresser au cours des années à venir. Patrick Nilidali. Access, centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne de froid, est l'une des entreprises africaines qui a établi son siège au Rwanda et qui reste le modèle dans le domaine de la réfrigération, des médicaments, des vaccins et des denrées alimentaires. Son établissement au Rwanda a été rendu possible grâce à l'aide du Royaume-Uni qui a financé le projet à hauteur de 25 milliards de francs rwandais et le gouvernement rwandais a fourni 200 hectares de terrain. Ruth Zugman, responsable du changement climatique au programme des Nations Unies pour l'environnement, affirme que le centre est la réponse pour l'Afrique. And therefore, ACES is looking ahead, and Rwandan government is actually ahead of the curve as we have. Le gouvernement rwandais a été visionnaire et a choisi un développement durable. La chaîne de froid, qui respecte les conventions de Montréal, avec pour objectif d'atteindre les différents objectifs fixés à Paris. Deliver also on the Paris Agreement and the SDGs. Il y a peu, l'African School of Governance a été lancé au Rwanda. Son directeur, professeur Kingsley Shind Mongalou, affirme que le centre a une vision africaine de la paix et du développement. The vision that the ASG has. La vision de l'African School of Governance est de construire une Afrique de paix et de développement. Nous cherchons à former l'élite de demain qui a non seulement les connaissances, mais aussi les leaderships nécessaires dans toutes les régions d'Afrique. Le Rwanda est également le siège de l'Agence africaine des médicaments. La première ministre de Barbade, Mia Mottley, affirme que le centre est une solution médicale pour la population de son pays. Nos commandes étaient faibles
pour avoir de la valeur et notre capacité à obtenir des respirateurs, des médicaments et d'autres fournitures médicales de base n'était pas au rendez-vous. Même lorsque nous avons payé à l'avance, notre commande nous a été retirée à la dernière minute. Je voudrais exprimer ma gratitude au Rwanda, au Sénégal, à l'Afrique du Sud et au Ghana pour la coopération dont ils ont fait preuve, car il n'y a que de la valeur ajoutée et travailler ensemble et surmontons les obstacles ensemble, afin qu'il n'y ait plus d'inégalité dans le monde. L'expert du travail des salariés, Jean Mukunzi, affirme que le Rwanda se trouve dans une situation similaire à celle de l'Éthiopie et du Kenya, lorsque des organisations internationales et des entreprises africaines y avaient installé leur siège en raison de la paix et de la sécurité qui y régnait. Selon lui, le premier avantage que cela apporte est la création d'emplois pour la population et la reconnaissance du pays. Ça attire non seulement le tourisme, mais aussi les conférences, mais également les entreprises, l'investissement. Vous connaissez certainement les initiatives de RDB, les initiatives, les infrastructures qui sont développées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça mis ensemble crée des conditions favorables au développement non seulement du tourisme, mais aussi du business, y compris l'emploi. Nous avons souvent l'habitude de parler de l'emploi ensemble. L'emploi se développe. Et ce que j'étais en train de dire, les efforts qui sont faits aujourd'hui par la génération dans laquelle vous êtes et moi doivent être poursuivis par les générations futures. Et c'est un travail qui ne se fera pas seulement en 10 ans, 30 ans, mais des centaines d'années. Ces différentes entreprises sont venues s'ajouter aux autres institutions déjà présentes, notamment les secrétariats de Smart Africa et les institutions éducatives et médicales au niveau africain et international. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.